7 ans, aujourd'hui, l'Afrique, c'est plus une poire pour la soif, c'est une réalité maintenant. Donc il y a beaucoup d'intérêt qui joue là-dessus. Je pense que l'ambassade américaine qui a été construite est un bon signe. Aujourd'hui, maintenant, oui. ils se retrouvent avec une ambassade très grande alors que la situation est en crise et qu'ils ont un effectif réduit, mais ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est que la Côte d'Ivoire, malgré la francophonie, parce que moi j'ai quand même aussi posé la question, tous les Américains ne parlent pas français, pourquoi choisir la Côte d'Ivoire? Ça reste quand même, dans toutes les études qu'ils ont fait, le pays de choix par ses infrastructures, par son développement, par la qualité de la main-d'œuvre, la qualité de l'éducation et tout ce qu'on peut trouver. Alors moi qui ne fais que la sous-région, qui est pour la première fois dans un pays francophone, que ça soit depuis la Sierra Leone jusqu'au Nigeria, je connais tous les pays, je dois dire que même moi, quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, j'ai été étonnée par la qualité de l'infrastructure, de la qualité de vie. Moi, je n'aurais plus rien à dire, vous avez déjà tout. Vous allez me parler de la finance. Moi, je vous parle de votre pays. Moi, je dis qu'après l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, c'est ce qui est le plus développé pour l'instant dans ce que je connais en Afrique. Donc, d'ailleurs, je parle de l'Afrique noire. Ouais, on parle de l'Égypte, des choses comme ça. Afrique noire, oui. Donc oui, non, parce que vous me posez la question, est-ce que les Américains sont intéressés? Oui, les Américains sont intéressés. Maintenant, si on les informe pas, vous voyez que le Ghana le fait, qu'il y a des sociétés américaines qui viennent, les Américains sont ici, effectivement. Cargill et ADM sont d'accord pour faire le lobby avec nous et promouvoir la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que c'est le bon moment de faire ce genre de choses. Je pense que il faut se faire connaître dans un monde où aujourd'hui, justement, tous les pays font de la promotion. Regardez, vous regardez CNN, Malaysia, Tulésia, vous voyez le Ghana, vous voyez tout ça, ça existe depuis pas mal de temps. C'est un bon moyen, surtout que le CBC qui doit faire de la promotion et ce qu'on appelle des voyages à l'étranger, etc. En ce moment, n'ayant pas de budget dû à la crise, n'en fait pas. Donc la Côte d'Ivoire tombe dans un oubli, et en tout cas pas un oubli, puisqu'en plus il y a une mauvaise image qui est... Aujourd'hui, les gens aiment bien jouer à se faire peur et à casser les images. Donc moi, avant de venir, on m'a dit, vous allez voir, c'est à feu et à sang. On m'a appelé il y a 3 jours des États-Unis en me disant, il y a 2 soldats français qui se sont fait tuer, est-ce que de nouveau c'est la guerre en Côte d'Ivoire? J'ai lu dans Fatmat que c'était en fait un explosif qu'ils avaient mal manipulé. Mais le Dans bruit, leur propre camp. voilà, mais le bruit avait déjà couru que ça y est, 2 Français étaient de nouveau morts. Donc vous voyez comme l'information est détournée. Donc là aujourd'hui avec cette possibilité, puisque c'est quand même un travail qu'on fait en commun, que je fais en commun avec Anne-Marie Konampen du CICG, qui est donc le Centre d'information et de communication gouvernementale, que je fais avec la Première Dame, que je fais avec des gens que j'interviewe avec vous, où on essaye de parler clairement de ce qui est possible, de pas non plus dire tout est beau et tout est rose, mais de montrer où il y a des possibilités pour des investisseurs américains de venir. Et comment ils peuvent fonctionner dans cette Côte d'Ivoire aujourd'hui qui de toute façon est à l'arrêt, peut-être parce qu'il y a la crise, mais qui n'a pas perdu ni de son potentiel ni de ses richesses. N'est-ce pas? Vous m'embarrassez parce que je n'ai plus rien à dire. Pourquoi vous faites le timide avec moi? Moi, je sais que vous n'êtes pas timide. Ah bon? Vous avez plein de choses à me dire. Bon. Vous avez été mal informé. Hein? C'est vrai? Ouais. Ok. Oui, vous étiez un homme de caractère et de pouvoir. Ah bon? Oui. Où est-ce que vous avez appris ça? C'est le CD-ROM des Français là, que vous avez consulté. Ah non. Je ne consulte pas les Français parce qu'ils disent n'importe quoi. Mais j'aime beaucoup les Français aussi. Hein. J'ai une partie. Ma mère est de Louisiane, donc on a une partie française, sinon je ne parlerais pas aussi bien. Donc j'ai quand même été beaucoup en France aussi. Donc, de toute façon, moi je pense qu'il faut se diversifier. La Chine est aussi à la porte de la Côte d'Ivoire. Hein. On aimerait bien qu'il y entre résolument. Mais surtout qu'ils nous ouvrent leur marché. 1 milliard. Voilà. Bien. Si c'est ça qu'on dit de moi, ça va? Ok. Ça y est? Oui. Bon, voilà. Sur les acteurs clés du secteur public et privé en Côte d'Ivoire. Donc j'aurais voulu un premier bilan de votre mandat et les principaux accomplissements. Bilan du mandat, en général, pour un ministre de l'économie et des finances, le premier regard qu'il jette sur son travail, c'est le résultat en termes de création de richesses, c'est-à-dire en termes de croissance économique. C'est la 5e année qui commence pour moi à la tête de ce ministère. Lorsque je prenais fonction, on sortait d'une année de transition militaire et le taux de croissance était de moins 2,3%. Aujourd'hui,
malgré la crise que nous avons connue, qui est de loin la plus grave de l'histoire de notre pays, nous avons terminé l'année 2004 avec un taux de croissance positif de 0,7%. Donc, sur cette base-là seulement, je peux dire que c'est un soulagement. C'est un soulagement. Deuxièmement, je constate que l'administration financière, si on a pu résister dans cette crise que nous connaissons, je constate que l'administration financière y a contribué significativement. Parce que je pense qu'on a mieux organisé l'administration et elle est devenue plus performante. Et je suis fier de dire que le président de la République, probablement, ayant pris note de cet apport, a érigé le ministère qui était ministère de l'économie et des finances au rang de ministère d'État. Pour moi, c'est la plus grosse récompense qui, de mon point de vue, traduit l'appréciation du travail que mon équipe et moi nous faisons ici. Ça, c'est parlant de la croissance économique mais malgré la crise que nous connaissons, quand je jette un regard sur l'évolution des performances de nos régies financières, c'est-à-dire les régies administratives qui ont pour mission de collecter les ressources publiques, j'ai beaucoup de raisons de satisfaction parce que pour la douane, par exemple, au moment où je prenais fonction, les recettes douanières se chiffraient à 480 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, on a terminé l'année 2004 avec presque 700 milliards de recettes douanières. Comparé à la création de richesses, l'évolution de ces recettes est plus importante que la croissance économique. Ce qui veut dire que des mesures en termes d'organisation de l'administration, des mesures de lutte contre toutes les formes de déperdition, la fraude économique, la fraude douanière, toutes ces mesures-là ont contribué à améliorer significativement les recettes. Donc, sur cette base-là, je pense que, tenant compte du contexte, j'ai des raisons de satisfaction. Pour la sortie de crise, en 2000, je l'ai dit tout à l'heure, c'était la transition militaire. En 2001, lorsque je suis arrivé à la tête du ministère, il fallait organiser l'administration. C'est ce que nous avons fait. Il fallait renouer avec les partenaires financiers de la communauté internationale, le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne et tous les autres partenaires bilatéraux. Il fallait renouer avec tout cela. Nous avons réussi à le faire à la fin de l'année 2001. Et en 2002, en mars, nous avons signé un programme triennal avec le Fonds monétaire international, accompagné par un programme de Economic Recovery Credits, un crédit pour la relance économique de la Banque mondiale et un programme de la BAD également. Tout cela a créé des conditions vraiment environnementales pour une reprise d'activité. Mais il fallait accompagner ça par des mesures au profit du secteur privé. Alors, nous avons engagé ce que nous avons appelé un programme d'assainissement de nos rapports avec le secteur privé, avec 2 volets. Le premier volet, ça consistait à annuler soit totalement, soit partiellement les créances fiscales que nous considérions comme étant des créances compromises, mais qui, malgré tout, plombaient les bilans des entreprises
Et donc freiner en quelque sorte leur plan de développement, leur programme de développement. Vous m'excusez, je vais régler rapidement. Ce qui est un nettoyage significatif des bilans des sociétés. En plus, le deuxième volet, c'est que les sociétés privées sont généralement plombées par les arriérés de l'État. L'État n'honorait pas tous ses engagements, donc on a accumulé les arriérés. Et donc nous avons engagé un programme d'appurement des arriérés qui est pour donner de la trésorerie aux sociétés. Ça, nous l'avons fait. Mais chaque année, dans notre loi des finances, nous prenons des mesures fiscales pour inciter le développement de l'activité dans tel ou tel domaine. C'est ainsi, par exemple, pour la sortie de crise. Depuis 2003, nous avons pris des mesures en faveur du secteur des transports. Et ayant constaté que l'outil de travail des opérateurs de ce secteur, les véhicules, ont été soit détruits par la crise, ou bien endommagés, ou tout simplement du fait de la crise n'ayant pas les possibilités de renouvellement, nous avons pris des mesures fiscales en faveur de ceux des opérateurs du secteur qui s'engagent dans un renouvellement de leur parc. Et ça donne de bons résultats. On continue de pousser dans ce sens. Et pour la société de transport, la SOTRA par exemple, nous avons engagé un programme de restructuration avec un volet fiscal très important qui lui permet de s'approvisionner en véhicules. Ça, on l'a fait pour le secteur des transports, mais dans tous les secteurs, que ce soit dans le secteur de l'agriculture. Par exemple, les sociétés qui sont intégrées dans le secteur de l'agriculture, c'est-à-dire ceux qui font la production agricole et qui font la transformation, on les a amenés, on a harmonisé la fiscalité à ces deux niveaux de la chaîne économique, ce qui permet aux sociétés d'investir, par exemple, les acquisitions de biens, de matériel pour la production, la modernisation de l'agriculture, de l'activité. Ces acquisitions-là ont été défiscalisées, ce qui est vraiment une mesure incitative très importante. Malheureusement, le contexte ne permet pas aux exploitants de bénéficier pleinement de toutes ces mesures, mais nous pensons que pour la sortie de crise, ce serait une mesure très, très importante. Et nous avons, dans le cadre des négociations que nous avons eues avec les opérateurs économiques consécutivement à la crise que nous avons maintenant convenu d'appeler la crise de novembre, il y a un ensemble de mesures fiscales qui constituent l'essence de l'année fiscale de cette année, l'année fiscale de 2005. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes, j'allais dire, adeptes du dialogue avec le secteur privé pour identifier